Salut! J'espère que vous allez super bien, je récupère mon thé qui était au bout de la table. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet sensible, vraiment. Ça ne vous aura vraisemblablement pas échappé, la majorité des chaînes YouTube, des comptes Instagram, bref la majorité de Booktube et de Bookstagram, à savoir pour celles et ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne sauraient absolument pas ce que ces termes signifient, il s'agit en fait des chaînes YouTube et des comptes Instagram relatifs à la littérature. La plupart de ces comptes sont tenus par des femmes. La plupart des commentaires, la plupart des participations au club de lecture, au challenge, etc. sont également le fait de femmes. Les hommes sont extrêmement minoritaires quand il s'agit de la création de contenu littéraire en ligne et j'avais envie de parler de ça aujourd'hui avec vous. Petite précision avant qu'on continue dans cette vidéo, je ne nommerai personne, aussi bien du côté des créatrices de contenu que des créateurs de contenu. Je me suis basée essentiellement sur la sphère francophone et la sphère anglophone. Il est vrai qu'il aurait été, je crois, beaucoup plus appréciable d'avoir des noms de comptes et des noms de chaînes YouTube afin de pouvoir étayer et illustrer mon propos, mais je n'étais pas forcément ultra à l'aise avec l'idée de citer des personnes, parce que même si dans cette vidéo il n'y a aucune attaque, aucun grief contre absolument personne, il est bien évident que le sujet étant un peu sensible, il n'aurait peut-être pas été agréable pour certains et certaines d'être pointé du doigt. Donc pas de nom dans cette vidéo, mais je pense que le propos sera quand même assez compréhensible et assez clair, surtout si vous fréquentez la création de contenu littéraire en ligne. Voilà, donc reprenons avec le premier constat, à savoir que la création de contenu littéraire en ligne est majoritairement féminine. La plupart des comptes sont des comptes tenus par des femmes, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram. Vous remarquerez que dans cette vidéo, je ne mentionne pas et je ne parle pas de TikTok parce qu'on en parlera dans une autre vidéo. Je hais cette application et la plupart de ce qu'on y trouve, donc très franchement, je ne considère même pas qu'il y ait vraiment de la création de contenu littéraire à proprement parler sur TikTok. Oui, désolée. Je commence très fort, je suppose. La plupart des comptes donc sont tenus par des femmes, comme je vous le disais, et ce sont elles qui ont lancé cette niche finalement, qui l'ont popularisée et qui continuent de la faire vivre. Ce sont elles qui ont les contenus les plus visionnés, avec des littératures en général, quand il s'agit des gros contes, de la littérature contemporaine, de la littérature jeune adulte, de la littérature fantasy ou des romances. Vaste sujet, on en parlera peut-être une autre fois également. Elles parlent également des contenus, en tout cas de littérature classique, de littérature beaucoup plus académique, avec des contenus qui sont parfois plus littéraires, plus analytiques. Et oui, j'ai encore une fois enfoncé peut-être un bouton sensible. Oui, on peut parler de contenu plus ou moins littéraire, je pense que vous serez d'accord. Même moi, au sein de ma propre production, je peux pas comparer un book haul, par exemple, avec un temps du texte où je décortique le texte et où je fais une analyse littéraire du texte. Les hommes, eux, sont donc peu nombreux, et en fait, tout simplement, on pourrait même dire que la littérature est majoritairement féminine. Le lectorat est majoritairement féminin, les étudiants et étudiantes en lettres sont plutôt des étudiantes, la part d'autrices est également extrêmement importante, et les personnes qui enseignent les lettres modernes ou lettres classiques sont également majoritairement des femmes. Une réalité et un constat qui ne sont pas forcément évidents ou apparents, tant les représentations dans les films, dans les séries et les personnes qui sont au poste de pouvoir quand on parle de littérature ne permettent pas d'imaginer que les femmes occupent autant de place dans le monde littéraire. Et de manière troublante, ou pas, la création de contenu littéraire en ligne est peu prise au sérieux, comme à chaque fois, ou presque, n'est-ce pas, que des femmes occupent une place importante dans un domaine. En fait, on remarque bien évidemment un trajet parallèle entre la proportion de femmes qui sont présentes dans un espace et la légitimité ou la crédibilité qui est accordée à ce domaine et à cet espace par les institutions, par les entreprises et par ce qui est considéré comme le domaine légitime. Je pense qu'on peut aussi mettre ça en lien avec la disproportion assez écrasante du nombre d'étudiantes et d'étudiants en lettres et le nombre de personnes reçues à l'agrégation de lettres modernes par exemple, et le nombre de personnes qui occupent des postes, le nombre d'hommes et de femmes qui occupent des postes d'enseignants-chercheurs à l'université par exemple. Les hommes sont une minorité assez incroyable lorsqu'il s'agit des études, mais se retrouvent absolument pas en minorité lorsqu'il s'agit d'occuper des postes assez prestigieux dans le domaine des lettres et lorsqu'il s'agit de concours tels que l'agrégation. Les hommes sont généralement plus à l'aise à l'oral,
par habitus et aussi en raison des impératifs qui pèsent sur eux en tant qu'hommes et de ceux qui pèsent sur nous en tant que femmes. Je crois que toute personne qui a fait des études de lettres, là c'est une petite parenthèse, mais je pense vraiment que toute personne qui a fait des études de lettres, et peut-être pas que des études de lettres par ailleurs, pourra attester de cela. On était majoritairement des femmes, et malgré tout, malgré la minorité numérique qui aurait pu peut-être peser sur certains hommes, moi j'ai toujours vu des élèves masculins s'exprimer avec confiance à l'oral, même lorsque ce qu'ils avaient à dire n'était pas forcément pertinent. Je suis pas en train de dire qu'à chaque fois que les hommes prenaient la parole c'était pas pertinent, c'est pas du tout le cas, mais parfois ce qu'ils disaient n'était vraiment pas pertinent, ce qu'ils disaient était parfois une redite, ils utilisaient parfois beaucoup de mots un petit peu compliqués ou prétendument compliqués pour dire une réalité plutôt simple, bref, et ils le faisaient toujours avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de confiance en eux et en se sentant profondément légitimes. J'ai aussi rarement vu des hommes s'excuser en prenant la parole, s'excuser en disant que peut-être leurs propos n'étaient pas très clairs, que peut-être leurs propos n'étaient pas pertinents, que peut-être que leurs propos étaient malvenus. Tout cela, on le retrouve énormément du côté des femmes et on le retrouve donc dans les études de lettres. On imagine bien l'impact et les conséquences que cela peut avoir sur l'obtention de certains diplômes, sur l'obtention de certains postes à responsabilité. Et de toute manière, ce sont des éléments que l'on constate dès l'école primaire ou dès le collège dans la socialisation différente des enfants en fonction de leur sexe et leur comportement en salle de classe. Bref, rappelons que l'anonymat, par ailleurs, qui est celui des concours à l'écrit, qui est d'ailleurs, je pense, souvent illusoire quant au sexe, en réalité, passe complètement à la trappe au niveau des oraux pendant le concours. Et donc forcément, on peut doublement questionner cela. On n'est pas là pour parler de l'agrégation, mais en réalité, est-ce qu'on ne pourrait pas observer des phénomènes semblables lorsqu'il s'agit de la création de contenu littéraire en ligne? Je vous propose un exercice simple, qui à mon avis n'entraînera pas une prise de conscience incroyable, une illumination soudaine, une nuit de feu, tant le constat est évident. Malgré la disproportion de femmes et d'hommes dans ce milieu, qui est la création de contenu littéraire en ligne, d'accord, je vais répéter ces termes je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo, vers qui se tournent les instances légitimes que peuvent être par exemple les radios, les magazines, les chaînes de télévision, les universités, les centres culturels lorsqu'il s'agit d'inviter des créateurs de contenu dans leur structure? Eh bien la réponse est présente dans la question, étant donné que je n'ai pas dit créateur, créatrice ou créateurice de contenu, mais j'ai bien dit créateur. Ces personnes, ces institutions, ces groupes se tournent de manière écrasante vers les créateurs de contenu et non pas vers les créatrices de contenu. Et non, je le dis tout de suite parce que je sens la réponse arriver de la part de certains hommes ou de certaines femmes qui voudraient se dissocier, n'est-ce pas, de toute revendication perçue comme potentiellement féministe. Ce n'est pas parce que leur contenu est de meilleure qualité. Attention, je ne dis pas que leur contenu est inintéressant, je ne dis pas que le contenu créé par des hommes en ligne est je ne sais pas, ennuyeux, que je n'y trouve pas de plaisir, qu'il n'est pas intéressant, absolument pas. Je ne dis pas qu'il est moins bon que celui créé par des femmes, je ne dis pas qu'il n'est pas ponctuellement meilleur que celui créé par certaines femmes, mais quant à dire que le contenu créé par des hommes serait généralement et en moyenne plus intéressant, plus qualitatif que celui créé par des femmes, je pense que c'est absolument faux. Par contre, ce qui est vrai et ce qui joue énormément, je pense, c'est qu'il adopte les codes de la vulgarisation scientifique, de la vulgarisation de philo, de la vulgarisation de n'importe quelle discipline que vous pouvez trouver en ligne. Et ces codes sont majoritairement masculins, mais ça on en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Et leur contenu bénéficie de la légitimité que ces hommes se donnent eux-mêmes et que la société leur donne. Les créatrices de contenu passent ainsi à la trappe, sauf si, très rares exceptions, elles côtoient ces hommes, elles en sont les amies ou elles ont travaillé avec, ou si elles adoptent elles-mêmes les codes de cette vulgarisation, et donc des codes majoritairement masculins. Ou alors, bien évidemment, piocher quelquefois dans les livres qui font vendre, et ça aussi on en reparlera. Comme toujours, des hommes, même en postant moins, même en créant beaucoup moins d'engagement, c'est-à-dire des liens entre le créateur ou la créatrice de contenu et les personnes qui suivent, regardent ce contenu, ce qui est pourtant ce qui fait saliver les marques, les entreprises, les groupes et les institutions, et ce sur quoi, si ils et elles veulent avoir des répercussions positives sur leur vente, sur leur fréquentation, etc., devraient se concentrer. Bref, malgré ces éléments-là, les hommes occupent encore et toujours le haut du panier. Par ailleurs, les créatrices de contenu elles-mêmes, en fait, déroulent le tapis rouge à ces créateurs de contenu bien souvent, parce qu'ils sont une minorité, parce qu'on veut les faire se sentir à l'aise, parce qu'on veut mettre en avant leur contenu, et parce qu'on a à cœur quelque part d'encourager la présence des hommes sur cette sphère essentiellement féminine. Pourquoi? Mais ça c'est une bonne question en fait.
et je pense qu'on pourrait y réfléchir. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les hommes sont donc minoritaires, donc voilà, on les met en avant, on partage leur contenu. Ils ont parlé d'une autrice, waouh, c'est super, on les en félicite également. On fait des vidéos pour recommander les hommes créateurs de contenu. On salue leur ouverture d'esprit s'ils parlent d'autre chose que Camus, Nietzsche et Dostoïevski, etc., etc. Personnellement, j'ai toujours trouvé que la création de contenu littéraire en ligne faite par les femmes rappelait énormément les salons littéraires qu'on a pu connaître durant les siècles précédents. Ces salons sont souvent présentés comme un petit peu futiles, très mondains, finalement beaucoup plus tournés vers le côté mondain que le côté littéraire, avec une touche quand même de littérature, et quelques femmes d'exception qui auraient fait connaître des artistes masculins d'exception également. On les représente dans leurs robes, avec le corset, les crinolines, buvant du thé autour d'une table basse, avec en fond un papier peint fleuri, n'est-ce pas, et discutant de livres, au mieux qu'elles ont lus, et au pire discutant de livres qu'elles n'ont pas lus. On oublie en fait, bien souvent, que ces femmes elles-mêmes écrivaient, que ces femmes ont été des autrices prolifiques, aussi bien dans le genre de la fiction que de la non-fiction, qu'elles ont produit des analyses, des critiques d'œuvres qui sont extrêmement intéressantes, qu'elles ont encouragé, qu'elles ont guidé de jeunes auteurs et de jeunes autrices. Bref, on les oublie au profit d'hommes qui, eux, faisaient quelque chose de sérieux et qui ne se retrouvaient pas pour parler de littérature autour d'une madeleine et d'un thé. Je trouve que, pareillement, les créatrices de contenu, en fait, et les femmes qui participent au club de lecture, qui participent au salon Discord, qui participent à différents challenges, etc., qui commentent les vidéos ou qui aiment des posts Instagram, sentent peser sur elles le poids de ces réflexions, parfois implicites, parfois explicites. Oh là là, elles prennent plus de temps à prendre des photos qu'à lire des livres. A-t-elle vraiment lu ce livre dont elle parle? Oh, a-t-elle les capacités pour comprendre tel et tel auteur? Oh, mais a-t-elle même lu Nietzsche, Camus et Dostoïevski? Oh là là, ce n'est que du papotage, que du verbiage d'adolescentes ou de femmes qui s'ennuient, voilà, avec des contes colorés et 2-3 guirlandes lumineuses en fond. Comme si tous les contes étaient forcément colorés et comme si la couleur était forcément quelque chose dénotant d'une futilité. Alors qu'en réalité, les salons littéraires, tout comme les chaînes YouTube actuellement ou les comptes Instagram ou des salons Discord réservés à la littérature, groupes qui, encore une fois, je le rappelle, sont essentiellement tenus par des femmes, ont été, comme les salons l'étaient, et sont, comme tout ce que je viens de le citer, les principaux, voire les seuls espaces pour faire réellement vivre la littérature en créant de véritables lieux d'échange et de discussion, de recommandations et d'apprentissage autour de la littérature d'une manière qui soit démocratisée et populaire. En disant cela, je ne nie absolument pas le travail qui est fait par les bibliothèques, le travail qui est fait par les librairies, mais je pense qu'il faut bien comprendre que cela est plutôt ponctuel, que cela est éphémère, que cela est soumis à des contraintes matérielles et physiques qui font que c'est beaucoup moins accessible qu'Internet, qui finalement permet d'avoir du contenu jusqu'à ce que le contenu soit supprimé par le ou la créatrice de contenu, en l'occurrence les créatrices, que cela permet d'avoir une accessibilité beaucoup plus importante pour des personnes à mobilité réduite, pour des personnes qui garderaient les enfants, pour des personnes qui seraient dans des espaces ruraux, pour des personnes qui... Bref, la liste est longue. Et le manque de crédibilité accordée à ces espaces, la non-reconnaissance de leur apport énorme pour faire vivre la littérature à notre époque comme à celle des salons est une énième marque de la misogynie et de l'élitisme de notre société. Continue. Malheureusement, on en arrive à un autre constat qui est que la seule façon pour le faire, pour dire ça de manière générale, la seule façon pour les femmes créatrices de contenu donc littéraire qu'on les remarque, c'est de performer au maximum les clichés attendus de la lectrice, à savoir parler essentiellement de littérature jeune adulte, de littérature jeunesse, de littérature de romance, avec des couleurs pastel, avec un esthétisme qui serait très girly, et surtout pas de vidéos trop longues, pas de vidéos trop analytiques et littéraires donc, et pas de vidéos politisées, comme si la neutralité existait. Encore une fois, ça c'est un autre sujet. Dites-moi si cette vidéo vous intéresse, je pense qu'elle serait très intéressante. On peut bien sûr dire que finalement, il n'est pas très important d'être remarqué, reconnu, et qu'on devrait s'affranchir de cette quête de reconnaissance de la part des institutions légitimes, de la part d'un public élargi, et je suis assez d'accord, certes, effectivement. Néanmoins, est-ce qu'on peut aussi admettre que c'est un processus qui est long, qui est parfois douloureux, qui est la plupart du temps très frustrant, et que l'injustice de voir des confrères réussir, non pas parce qu'ils sont forcément meilleurs, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas des consoeurs, est une véritable difficulté et engage aussi
tout un réseau d'estime de soi, d'amour de ce que l'on fait, de confiance, et qu'il est beaucoup plus difficile que uniquement dire « je me fiche de cette reconnaissance ». N'oublions pas non plus qu'il est possible de vivre de la création de contenu et que donc obtenir des partenariats, obtenir des postes de chroniqueurs ou de chroniqueuses, obtenir des subventions, des financements, être invité à tel ou tel endroit, ça ouvre en fait des portes et ça offre des opportunités professionnelles. Ça entraîne une stabilité financière qui résulte dans la possibilité de s'installer en tant que femme dans des métiers de culture, tout simplement, ce qui est une problématique encore essentielle à l'heure actuelle. Les réseaux sociaux, qui en sont un pan encore trop méconnu parce que trop nouveau et un petit peu abstrait, un petit peu flou pour beaucoup de gens, bien, ça en fait quand même partie. Et pour vous donner un exemple de façon très concrète, de l'argent, ça permet d'avoir des financements d'autres artistes ou d'autres spécialistes sur vos vidéos. Ça permet donc d'avoir des vidéos de meilleure qualité. Ça permet aussi de créer, par exemple, un réseau de femmes qui mettent en avant le travail d'autres femmes et de pérenniser le travail de ces femmes qui pourraient être des illustratrices, qui pourraient faire de l'animation, qui pourraient faire du montage, qui pourraient faire des thèmes musicaux pour des vidéos, etc., etc. Ça entraîne donc cette visibilité d'autres intervenantes, potentiellement femmes artistes ou intellectuelles aussi, j'y ai pas pensé mais ça pourrait être ça, et ainsi de suite. Une offre de collaboration dans une institution légitime, ça permet de créer un réseau, ça permet de montrer que les femmes sont présentes, ça permet peut-être aussi de faire entendre une autre voix. Dans le monde de la critique littéraire, de l'appréciation littéraire, ça permet de mettre en avant d'autres autrices, ça permet d'enrichir son CV et donc forcément de gagner en opportunité. Bref, c'est un effet boule de neige non négligeable et qui en réalité est même plus que non négligeable, il est très conséquent. Donc ce qui peut sembler anodin au départ et peut-être tourner sur beaucoup d'ego et d'une quête de reconnaissance, à savoir constater que les hommes sont généralement mieux lotis dans la création de contenu et ne pas l'accepter, en réalité, c'est quelque chose de déterminant à bien des aspects quant à la création de contenu et quant à la présence des femmes dans le milieu culturel. Alors je vous ai déjà dit que les femmes constituaient la majorité ou la plus grande partie de la création de contenu littéraire en ligne et aussi du lectorat et aussi finalement des personnes qui interagissent avec le contenu littéraire en ligne. Il existe malgré tout des hommes qui lisent, et oui, et autre chose que Camus, et oui aussi, et parmi ces hommes, il y en a qui, oui, se tournent aussi vers les réseaux sociaux. Voilà, qui fréquentent les réseaux sociaux. Et malgré cela, malgré l'existence de ces hommes rares, mais qui existent quand même, les hommes sont majoritairement absents du contenu littéraire créé par les femmes. Je m'explique, si vous prenez une vidéo créée par une femme, filmée par une femme, et que vous inspectez les commentaires, vous pourrez peut-être tomber sur 3 commentaires de personnes, d'hommes, tout simplement. Parmi ces 3 commentaires, il y en aura sûrement 2 qui lui disent qu'elle n'a absolument rien compris, qu'elle n'a pas compris ce dont elle parle, et que sa vidéo n'a aucun intérêt. Et un 3e commentaire qui lui sera un commentaire normal, en désaccord ou en accord, en recommandation, en remerciement ou autre. Bref, la normalité de ce qu'on peut commenter sur les réseaux sociaux. Par contre, si vous allez sous la vidéo d'un créateur de contenu, là vous trouverez soudainement beaucoup plus d'hommes. Et la plupart du temps, ils ne lui diront pas qu'il n'a rien compris à la lecture dont il parle. Et sous ces vidéos d'hommes, vous trouverez également des commentaires de femmes. Car les femmes ne discriminent pas, elles regardent à la fois des hommes et des femmes. Tout comme il est plus rare en fait de voir des créateurs de contenu, à mon sens, en tout cas dans mon expérience, mentionner, recommander et partager le travail de créatrices de contenu, alors que les créatrices de contenu, elles, peuvent et partagent régulièrement même le travail de créateurs de contenu, il est aussi beaucoup plus rare de trouver des spectateurs chez les chaînes tenues par des femmes qu'il n'est rare de trouver des spectatrices du côté des chaînes tenues par des hommes. Et finalement, après des années passées sur internet, notamment à créer du contenu littéraire en ligne, sur une chaîne qui génère quand même pas mal d'engagement, avec diverses activités, avec beaucoup de littérature différente, en échangeant beaucoup avec d'autres créatrices de contenu, en ayant aussi suivi finalement la plupart des créatrices et des créateurs de contenu assez influents, on va dire, et pas forcément influents, mais en tout cas qui publient fréquemment, etc. L'impression que j'en ai, le constat que je dresse, c'est celui d'un soutien à sens unique des femmes envers les hommes, et c'est très regrettable. Et bien évidemment, cela rappelle, en tout cas je pense que c'est assez évident, cela rappelle le mythe de l'universel masculin. Lorsqu'un homme écrit, il écrit au nom de l'humanité. Lorsqu'un homme parle, il parle au nom de l'humanité, il parle à tout le monde et tout le monde peut s'y reconnaître. Alors que lorsqu'une femme écrit, elle écrit au sujet des femmes pour les femmes, et lorsqu'une femme parle, elle s'adresse forcément aux femmes, bien entendu. L'argument selon lequel
les femmes parleraient majoritairement d'autrices en ligne et donc ne pourraient pas intéresser des hommes dans leur public ou ne pourraient pas toucher d'autres créateurs de contenu est profondément problématique, incorrecte par ailleurs. Les créatrices de contenu lisent à la fois des autrices et des auteurs et d'ailleurs désolée, encore une fois, si j'établis d'une certaine manière et de fait une forme de comparaison qualitative, mais il me semble quand même que c'est bien chez les créatrices de contenu que l'on retrouve la plus grande diversité littéraire. Personnellement, j'entends parler de Mirbeau, de Léon Bloy, de Mishima, de Gorky, de Louis Guillou et de tant d'autres auteurs assez méconnus ou parfois un petit peu polémiques ou controversés ou qui sortent des grands canons établis, j'en entends parler chez des créatrices de contenu et non pas chez des créateurs de contenu. Et de la même façon, j'entends les noms d'autrices oubliées ou d'autrices négligées ou mises de côté chez les créatrices de contenu et non pas chez les créateurs de contenu. Et il me paraît indéniable en fait qu'à l'heure actuelle, la diversité des connaissances littéraires et de ce fait une certaine forme de connaissance pointue du paysage littéraire se retrouve largement chez les créatrices de contenu et pas ailleurs. Malgré cela, eh bien, les hommes sont de façon écrasante beaucoup plus présents dans les commentaires, dans les visionnages, dans les partages, dans le soutien du côté des créateurs de contenu masculins et pas du côté des créatrices de contenu. Pour l'avoir démontré à différents niveaux, à travers cette analyse du contenu littéraire en ligne, il y a quelque chose qui relève réellement des mécanismes misogynes et élitistes à l'œuvre dans la manière dont est perçu, dont est référencé, dont est apprécié ou pas le contenu créé par les femmes. Des mécanismes misogynes et élitistes, même si on n'en a pas énormément parlé parce que je me concentre sur la dimension entre guillemets sexuée et féministe dans cette vidéo, mais des mécanismes qui structurent une grande partie du monde culturel finalement, bien évidemment de notre société, mais là on s'intéresse plutôt au monde culturel. Et c'est un constat regrettable car c'est pas seulement un constat finalement, c'est bien l'une des nombreuses étapes qui conduisent à l'invisibilisation des femmes, à un travail non reconnu, non apprécié, à un travail perdu, parfois dont pourraient bénéficier des groupes de personnes beaucoup plus importants, et bien évidemment, bien, de manière logique, à des découragements pour beaucoup. Mais malgré tout, les femmes lisent. Vraiment, les femmes aiment la littérature profondément, les femmes aiment réfléchir, assurément, les femmes aiment partager, définitivement, et donc, pour toutes ces raisons, malgré le mépris, malgré l'ignorance, malgré les critiques, malgré l'invisibilisation, malgré le manque criant de reconnaissance, les femmes continuent de faire vivre en ligne la littérature. Et j'ajouterais même, malgré le harcèlement en ligne, qui est une autre problématique que connaissent les femmes et pas les hommes sur les réseaux. J'ai pas parlé de TikTok comme je vous l'ai dit, on en parlera dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que vous aurez compris où je voulais en venir et que vous n'y verrez pas des attaques ad hominem parce que c'est clairement pas le but de cette vidéo et si vous en êtes là c'est que vous n'avez vraiment pas entendu je pense la plupart de ce que j'ai dit et pas écouté en gros. Je vous remercie de l'intérêt porté à cette vidéo, n'hésitez pas à y réagir, je serai très curieuse de vous lire en commentaire et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo de ce type, une vidéo un petit peu essai autour de la littérature et du contenu littéraire qu'on peut créer en ligne. À très bientôt.